Ding dong. Est-ce qu'il serait pas temps de parler de menu de fête là? Alors je sais que les réveillons ce n'est que dans un mois, mais vous le savez très bien, ça arrive beaucoup plus vite que ce que l'on ne pense. Que ce que l'on ne le pense. Que ce qu'on ne pense, ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. Et on se retrouve comme des mollusques la semaine d'avant à commander une volaille et à s'entendre dire par notre boucher: ah mais monsieur, une volaille là pour le 24, ça va pas être possible, je suis désolé. Je peux vous en avoir une pour le 31 si vous voulez. Ah non mince, c'est gentil, mais bon 31 c'est dans 2 semaines, j'ai quand même le temps de faire les choses bien. 4 to 6 days later. Ouais, allô, vous pensez que c'est possible quand même de mettre une volaille pour le 31? Ah merde! Bref, vous avez compris l'idée. Pour la 3e fois consécutive, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'on remet le couvert pour la fin d'année. L'année dernière, suite à notre arrivée dans le studio, nous n'avions fait que 6 recettes. Enfin que, on avait fait 6 recettes, j'ai déjà pas mal. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous revenons sur le concept initial, une série de 4 grosses vidéos, et qu'une vidéo égale un menu, et donc 4 recettes. Amuse-bouche, entrée, plat et dessert. Nous allons commencer par le menu complet familial, facile à préparer car tout peut se mettre en place en avance, idéal à partager car on dresse tout dans des grands plats et plutôt économique. Alors je sais, tout est relatif, mais dans l'idée, on est malin sur l'amuse-bouche et le dessert avec des produits accessibles et on se fait un peu plus plaisir sur l'entrée et le plat avec des grosses pièces, mais qui sont faciles à partager et donc, ramené au nombre de convives, ça n'explose pas le budget. Nous aurons ensuite le menu bistronomique. Pour résumer, ce sera vraiment un menu digne d'un resto. L'idée, c'est que vous vous amusiez en famille toute la journée pour concocter ce magnifique menu. En 3e, un menu full végétarien, se donner un max d'idées et montrer qu'on n'est pas obligé de mettre de la viande pour se faire un kiff. Et pour finir, le menu haute volée. Là, c'est un peu le menu craquage pour se faire plaisir avec des produits, des techniques et des plats de fou. Alors si j'étais vous, je penserais à m'abonner et surtout à activer la cloche juste ici pour ne pas louper les prochains épisodes. Il y en aura un par semaine. Bon allez, on n'est pas là pour être hier, ça part sur des gougères. Bon, on parle, mais il serait peut-être temps de taper dans la balle. Nous allons nous lancer sur l'amuse-la-bouche, l'amuse-bouche, notre petite entrée en matière, un plat que j'adore, ma grand-mère en fait absolument tout le temps. On en avait refait au pop-up, c'est une passion. J'ai l'honneur de vous dire que nous allons manger, pour entamer cette série, des gougères. Et pas n'importe quelle gougère, non, les gougères au comté, c'est très bon. Et il y a un petit secret pour qu'elle soit réussie, bougez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, les gougères, c'est très simple, c'est de la pâte à choux. La pâte à choux, c'est relativement simple, mais il y a pareil 2-3 petits trucs à connaître. Donc on a préparé tous nos ingrédients, du lait entier, de l'eau, de la farine, du beurre, des œufs, sel, poivre et de la noix de muscade. Ça va être notre base. Et finalement, pour les gougères, il faut pas grand-chose. On a tous nos ingrédients, il nous faut une casserole. Première étape, faire fondre le beurre dans le lait et l'eau. On allume le feu, on peut ajouter notre beurre, coupé en morceaux, ça permettra de fondre plus rapidement. Et pendant que ça porte à ébullition, on va pouvoir en profiter pour assaisonner. Je mets du poivre blanc parce que je trouve que du coup c'est plus discret dans la pâte que des gros grains de poivre noir, mais ça fonctionne avec du poivre noir. Noix de muscade, parce que c'est la vie. Là je la râpe, mais vous pouvez la prendre directement moulue. Râper c'est encore meilleur. On se fait plaisir, hein. Faut que ça ait du goût. Et évidemment, le sel. Faut que ce soit salé, parce qu'on a quand même de la quantité. En revanche, faut pas que ce soit trop salé non plus, parce qu'il y a du fromage qui revient dessus. Donc on n'a pas envie d'avoir un truc qui tapisse le palais beaucoup trop fort. The fuck! Maryse, votre meilleure amie pour cette recette. On laisse tranquillement fondre, hein. L'idée c'est pas d'aller à fond. On a tout notre temps. Vous voulez parler de quoi? De mon livre peut-être? À quoi, vous cherchez pas des idées de cadeaux de Noël? Est-ce qu'il serait pas magnifique sous le sapin ces deux-là là? Tome 1, vous l'avez adoré, je suis beaucoup trop fan, ça me donne envie de pleurer dès que j'ai des vos retours là-dessus. Et le tome 2 qui est sorti il y a 1 an maintenant, c'est son 2e Noël. Vous l'avez apprécié et accueilli comme un petit 2e, c'est magnifique. J'ai des retours de gens qui font des recettes toutes les semaines, ça me fait trop plaisir. Du coup, tome 1, tome 2, vous pouvez acheter le tome 2 sans avoir le tome 1. Et si vous avez que le tome 1, ce sera déjà très bien. Mais donc si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, faites-vous plaisir. Il y a 150 recettes x 2, 300 recettes et techniques pour être un peu meilleur en cuisine à la maison. Mais tout ça en restant amateur. Je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Le beurre commence à fondre. Ça, c'est de l'auto-promo de qualité. Le beurre est totalement fondu. Là, on va pouvoir couper le feu et ajouter toute la farine en une fois. Si vous êtes sur l'induction, décalez-vous. Et là, l'objectif, c'est de mélanger et de faire une sorte de pâte homogène. Ça va aller assez vite, hein. On veut que toute la farine soit incorporée, donc on n'hésite pas à appuyer avec la Maryse. Et quand on a cette pâte comme ça, vous allez voir très vite, elle se décolle du bord. C'est assez satisfaisant, je dois l'avouer. Une fois qu'on a ça, on va la remettre sur le feu, à feu doux cette fois-ci. Et là, l'objectif, ça va être de dessécher notre pâte. Alors quand je dis dessécher, c'est pas non plus cramer, hein. Donc on contrôle, on est sur feu doux, ça laisse rien sur les bords. Vous voyez, elle se décolle totalement, elle glisse à la surface de la casserole. Et quand on va commencer à voir apparaître un léger film comme ça là, un peu
sur notre casserole, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement nettoyée, mais on sent que un petit peu crado là. Et bah ça, c'est plutôt bon signe. Vous voyez cette pâte là, quand même très agréable à regarder. N'hésitez pas à bien appuyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de farine encore sèche. De toute façon, ça revient en boule très vite. Ça commence à être pas mal. Là, ça se décolle du bord. On a le fameux film dont je parlais. On peut ressortir du feu au bout de 1 à 2 petites minutes. On retire du feu. Et là, on va laisser tiédir 5 petites minutes, histoire de pas faire cuire les œufs quand on va les incorporer. Et afin de faciliter l'incorporation des œufs, on y va un par un. La pâte va se reséparer à chaque fois, n'ayez crainte, c'est normal. Après quelques petits coups de maryse, ça revient en forme très vite. Et en termes de rendu final, on est à peu près sur ça. Afin d'être le plus efficace possible pour le dressage, je vais utiliser une poche à douille. C'est quand même toujours très utile d'en avoir dans sa cuisine. Mais vous pouvez le faire avec un sac congélation, ou même à la cuillère, ça fonctionnera très bien également. Mais si vous le faites à la poche comme moi, tassez bien la pâte jusqu'au bout. On fait incision au milieu de la poche sur le dessus, ce qui va nous donner 2 bandes pour faire un joli petit nœud comme ça. On prépare une plaque avec un papier sulfurisé. Et là, nous allons pocher gentiment nos gougères. Alors pour avoir la cuisson la plus régulière possible sur toutes vos gougères, essayez de les faire de taille identique. Bon alors, je vous ai parlé du petit secret de tout à l'heure. C'est Chloé Charles qui me l'a donné, avec qui on a travaillé pour la Super Supérette. Très belle personne et une très grande chef. Et bah le secret, c'est le fromage. Il ne faut pas le mettre dans la pâte à choux, il faut le mettre sur la pâte à choux. Il en faut un peu, mais pas trop. Ça va faire une sorte de petite coque fromagère autour. Ici, j'ai pris du comté, ça a du goût et ça fond bien. Vous pouvez faire un mélange, vous pouvez ajouter un peu de parmesan, il y a plein de trucs à faire. C'est pas trop grave si ça déborde parce que vous allez voir, ça va faire une petite croûte très gourmande. Et maintenant qu'on en est là, 2 options. Soit vous le mettez au four direct et on passe à table, soit vous attendez le dernier moment et on le met au frais. Pour la cuisson, on va partir sur 180 degrés chaleur tournante. Mais surtout, On n'ouvre plus le four. et oui, ça risquerait de les faire retomber et ce serait très dommage. Et donc, quand elles sont bien dodues et dorées comme ça, on coupe le four et on laisse ouvert 2 minutes. Excusez-moi, c'est pas magnifique ça? Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du petit fromage qui dépassait là. Ça, c'est le meilleur. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire chez soi. Manger la gougère trop chaude. Elles sont légères, ultra légères, bien assaisonnées, poivre, muscade, sel, et surtout, il y a le fromage qui vient croustiller et faire une sorte de coque. À la fois, cette coque croustille a beaucoup de goût, et il y a ce truc qui est génial, c'est qu'en fait, finalement, elle vient fondre sur la gougère, et quand elle sèche à la fin, bah, finalement, ça fait une structure pour que la gougère ne retombe pas. Et donc, vous voyez, là où parfois, tu as des gougères qui ressemblent à des flaques, là, tu as une sorte de petite coque croustillante autour. Par contre, ça, je peux en manger 660 000. Au bas mot. Magnifique. On se fait un petit dressage mignon pour l'apéro, et c'est parti. Bon, maintenant, vos gougères, vous l'avez compris, elles sont magnifiques, elles ont une belle structure et tout le monde veut les mêmes. Eh bien, un peu comme votre site lorsque vous l'aurez réalisé avec Squarespace, le partenaire de cette vidéo. Très belle entrée en matière. Pour résumer, si vous ne connaissez pas encore Squarespace, c'est une plateforme qui vous permet de créer un site 100% par vous-même, sans aucune compétence spécifique dans le domaine. C'est pas beau ça? Si vous avez ou que vous lancez un projet, vous avez forcément le site internet sur la to-do list, la base. Et donc si vous êtes à la tête d'un restaurant par exemple, comme nos amis de Bao Family, vous allez pouvoir créer un site avec un éditeur ultra personnalisé qui colle 100% à votre ADN, mais aussi de vous aider de l'intelligence artificielle pour rendre votre projet encore plus pertinent. Si vous avez une partie e-commerce pour vendre des produits ou du merch, la plateforme vous permettra de le mettre en place très facilement. Évidemment, ça ne fonctionne pas que pour les produits, vous pourrez le mettre en place pour des services directement sur la plateforme. Et pour le paiement, ça peut faire un peu peur quand ça parle argent, mais ici, pas de stress, vous utiliserez les outils déjà existants, Apple Pay, PayPal ou Klarna par exemple. Alors si tout ça vous donne envie de vous lancer, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code WOOGIES pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit pour un site web ou un nom de domaine. Bon allez, sinon le carpaccio va refroidir, on y retourne. Nous allons maintenant passer à l'entrée, qui est une partie non négligeable d'un dîner, donc on va faire quelque chose de grand. Je vous propose, pour aller sur la fraîcheur, un carpaccio de truite aux agrumes. Pour commencer, on va s'occuper des agrumes et je vais vous montrer comment prélever un zeste. C'est pas très compliqué, ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais vous allez voir, ça va bien se passer. On va retirer les 2 extrémités de l'agrume. Ici, on est sur une orange qui est censée être sanguine, qui ne l'est pas du tout. Et là, l'objectif, c'est donc, une fois qu'on a retiré les extrémités, de placer la lame de son couteau sur le début de la membrane blanche. Et alors là, il faut essayer de se projeter un peu, mais vu qu'on voit l'épaisseur de la membrane, ça va être de couper en suivant la forme de l'agrume. Et l'objectif, c'est d'avoir le moins de chair possible ici. La première, c'est toujours un peu la plus compliquée. La deuxième, ça permet de voir tout de suite où on est. Tac, on tourne, on donne des petits coups d'incision comme ça. Et l'objectif, c'est de garder un maximum de chair. Je peux vous jurer que une fois que vous aurez le coup de main,
C'est assez facile et surtout, moi, je trouve ça extrêmement satisfaisant à faire. Par contre, sanguine, elle est plutôt sang que guine. Hein. Là, il reste toujours un petit peu de membrane. Vous pouvez soit dégager un peu derrière les oreilles, soit de toute façon, au moment où on va prélever les zestes, ça va partir. Et donc, une fois qu'on a votre magnifique agrume qui est comme ceci, l'idée, ça va être d'aller chercher. Il y a des petites membranes blanches, vous voyez les quartiers des agrumes. Ça va être d'aller poser son couteau le long de la première membrane, d'aller jusqu'au bout. Le bout, c'est donc à peu près le centre de votre agrume. Et on fait la même chose de l'autre côté. Attention, magie. Un agrume. Du coup, sans peau, sans membrane. Et ça, c'est que du kiff. L'objectif, c'est de ne pas tous les manger. Et donc, vous suivez toujours le même processus et on va faire tout l'agrume comme ceci. Et donc là, attention, ça, on ne jette pas. C'est rempli de jus. On vient le presser. Et là, on est pas mal et on a utilisé tout l'agrume. Et donc, on va faire la même chose avec tous nos agrumes, le pamplemousse et le citron vert. Et donc, le citron vert, on va l'utiliser pour notre vinaigrette. Donc, la base, ça va être le jus des agrumes. Mais donc, on va prélever ici le zeste et évidemment le jus. On continue notre vinaigrette. On a donc notre base de jus d'agrumes avec les zestes de citron vert. Et moi, j'aime bien ajouter une pointe de gingembre. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, il ne reste plus qu'à mélanger. Et assaisonner cette magnifique sauce avec du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette et pour équilibrer le tout, une bonne dose de miel. Cela va adoucir l'acidité et se marier parfaitement avec l'huile d'olive. On fouette vigoureusement pour bien émulsionner le tout et voilà, notre sauce est déjà prête. Et voici la star de cette recette, la truite. On n'y pense pas assez, mais qu'est-ce que c'est bon. Pour la préparation, vous pouvez demander à votre poissonnier de lever les filets et nous allons nous occuper de retirer les arêtes. Le plus simple, c'est de se munir d'une pince et d'un petit peu d'eau, et surtout, de beaucoup de patience. Et on répète l'opération sur tout le filet, jusqu'à ce que ce soit tout doux au toucher. On peut retirer la peau en laissant glisser la lame de son couteau entre la chair et celle-ci, et on va pouvoir commencer à se faire de fines tranches dans la largeur. Comme ce sont des filets assez peu épais, on va les tailler en biseaux. Tous les éléments sont prêts, on va pouvoir passer au dressage. L'avantage de cette recette, c'est que, comme je le disais, on peut tout préparer en amont. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire en avance, c'est de mettre la vinaigrette sur le poisson. Sinon, on risque de le cuire. Ça sera bon, mais on aura ce petit côté blanc, comme la cuisson d'un poisson, alors qu'on a envie qu'il reste bien cru au dernier moment. Donc, on peut le dresser à la limite si on veut mettre sur le plat au frigo. En revanche, les agrumes, c'est au dernier moment. Notre petite vinaigrette, qu'on a gardée au frais aussi. Si vous la laissez toute la nuit, il faudra la remettre un peu dehors, parce que sinon, ça peut figer un peu avec l'huile. Pour le dressage, plusieurs options. Soit vous faites tout à plat et vous aurez un truc qui va être bien joli aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est de créer du volume avec les petites tranches de truite. Pas très compliqué. Ça commence à être pas mal. Et maintenant, on va continuer avec nos petits segments. On va mettre les herbes en dernier parce que sinon, elles risquent d'être un peu trop noyées par notre vinaigrette. Donc maintenant, c'est l'heure d'envoyer la sauce dans tous les sens du terme. Alors l'idée, c'est d'être à la fois généreux, et c'est pas non plus une soupe. Donc il faut que chacun des petits morceaux en ait sur lui, mais avec parcimonie. Le reste, on le laisse à table et les gens peuvent se servir. Un peu de fleur de sel, et là maintenant, un peu de coriandre, de ciboulette, d'aneth, ce que vous préférez. C'est pas beau ça? Moi je trouve ça pas mal. Et après l'idée là c'était de faire des choses avec peu d'ingrédients, mais vous pouvez remettre du piment d'Espelette, ajouter un peu de sésame, mais là je pense qu'on va être vraiment pas mal. Bah voilà, hein. Un grand plat à partager, à claquer en plein milieu de la table. Moi, j'ai pas le temps, donc je me fais une bouchée parfaite à même le plat. Un peu de segment, un peu de coriandre, de la vinaigrette, de la truite. C'est trop cool. Il y a vraiment ce côté fondant de la truite, ultra agréable, elle est très fraîche. La vinaigrette qui est à la fois ronde avec l'olive, mais en même temps, il y a ce petit kick avec le gingembre et le piment. Franchement, c'est délicieux. Ça va être la pause déj de ce midi, moi je vous le dis. Avec le plat qui arrive derrière, on est pas mal. Nous voici sur la pièce de résistance, le plat de résistance, pardon. Et donc, nous allons nous attaquer à l'agneau. C'est donc un agneau qu'on va cuire pendant très longtemps. Donc, on peut le préparer à l'avance, c'est ça qui est génial. On va le faire mariner avec une petite marinade mi-harissa, mi-épices de Noël. Mais vous allez voir, ça va être pas mal du tout. La harissa fumée, c'est un truc que j'adore. Ça va être génial pour le goût de l'agneau. Ça se marie parfaitement bien. Et derrière, avec des petites touches, évidemment, l'idée, c'est pas non plus de se faire un chai latte, mais coriandre, fenouil, un tout petit peu de clou de girofle et de la cannelle, on va aller ramener ce côté très réconfortant sur l'agneau et c'est ça qu'on adore. Pour la marinade, on va avoir donc le mélange des épices sèches,
avec le sel en plus, un peu de citron, la harissa fumée. Si vous n'avez pas de harissa fumée, avec de la harissa classique, ça fonctionne très bien. Et ne me dis pas que j'ai plus d'huile d'olive, ce serait un comble. C'est quoi, il y en a plein en bas, mais j'ai la flemme. Je vais chercher de l'huile d'olive. Jamais à court d'huile d'olive. De l'huile d'olive. On va commencer par les ingrédients secs. On va moudre. J'ai mon petit moulin à épices. Au mortier, ça fonctionne très bien. Ça va rajouter un peu de texture. On adore. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients dans la description. Ici, moi, je vais y aller à ma convenance. Graines de fenouil, un peu de mélange de poivre. Graines de coriandre, ça va apporter pas mal de fraîcheur et ce côté acidulé là, qu'on aime bien. En revanche, je bouge en conjure. Les clous de girofle, c'est très puissant. Vous mettez la tête dedans, vous le voyez déjà. Donc, sur une grosse pièce, comme on va avoir aujourd'hui, c'est 1, 2 maximum. Sinon, ça va prendre le pas sur tous vos épices. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut aller chercher un peu de subtilité. On veut que les gens à table se disent genre, il y a un... Ah, mais si, tu sais, le... Clou de girofle. Pour le sel, c'est pareil. Il faut se rendre compte que là, on a quand même un gros morceau de viande. Et si on ramène le sel par rapport au kilo de la bête, eh ben, il faut quand même saler généreusement. Surtout l'agneau, ça demande pas mal de sel. Donc, n'hésitez pas à être généreux. Évidemment, vous pouvez vous faire plaisir avec ce que vous avez et ce que vous aimez. Là, moi, j'ai mis des graines de fenouil parce que c'est ma passion. Mais vous pouvez rajouter du paprika fumé, du cumin, plein de choses. Je peux vous dire que le mélange, il est faramineux. Il y a de la fraîcheur, il y a la subtilité du clou de girofle, un peu l'anis du fenouil sans la puissance de l'anis étoilé. Donc ça, c'est un choix. Vous pouvez aussi mettre de la badiane, mais j'avoue que moi, je suis plus team fenouil. Et donc ça, pour notre mélange d'épices, bon, tous les matins, tous les jours, tous les soirs. Et maintenant, on va s'attaquer à la marinade en elle-même. On a donc besoin de notre mélange d'épices, harissa fumée. C'est très addictif. Bon, après, il faut doser. Et donc là, c'est vraiment à vous de gérer. Celle-ci, elle est particulièrement agréable. Elle est douce. Elle n'est pas trop piquante. Elle a vraiment tout ce qu'on aime. Là, c'est vraiment le côté fumé. Évidemment, c'est pimenté, hein, c'est de la harissa. C'est pas un truc qui t'emporte le palais. Donc, sur la quantité, je vais mettre une généreuse cuillère à soupe. À vous de jauger en fonction de vos goûts. Pour l'huile d'olive, on va mettre une quantité qui va nous permettre de venir masser la viande. Et pour le citron, on va zester. On a envie d'utiliser toute la partie de l'agrumes. On a mis tous nos ingrédients. Il manque les épices. À nous de les ajouter. Tchouc! Maintenant qu'on a tout ça, on va venir gentiment mélanger. C'est une sorte de pâte, comme ça. Maintenant qu'on a la marinade, voici la viande. Comme son nom l'indique, c'est de la marinade, c'est pour faire mariner. Si vous le préparez la veille, c'est très chouette. Si vous le préparez quelques heures avant, c'est très bien aussi. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire pendant qu'on prépare le reste des légumes pour la recette, ce sera déjà pas mal. Soit vous le faites dans une plaque, soit sinon vous avez les petits sacs congélation comme ça. Ma foi, fort pratique, prend pas trop de place. Il faut juste que votre épaule, elle rentre à l'intérieur. On est donc sur de l'épaule d'agneau. En fonction de la quantité d'invités, vous pouvez évidemment en prendre une deuxième. Alors regardez, celle-ci, elle a été faite pour. Je prends donc la marinade et je verse sur la viande directement. Une fois que la marinade est à l'intérieur, on peut fermer. Et là, on essaye de chasser l'air au maximum pour qu'on puisse malaxer pour avoir la marinade le plus au contact possible. Comme une petite machine sous vide, quoi. Maintenant, on fait un petit massage à travers le sac, direction frigo. Du coup, on vient donc de se préparer nos petits légumes. L'idée, c'est d'avoir une taille à peu près régulière pour avoir une mâche et une texture homogène après la cuisson. On a donc des carottes, du céleri branche, oignons, échalotes, ail. Vous pouvez faire beaucoup plus simple, mais moi j'avoue qu'avoir un peu de variété, c'est toujours très agréable. Ça va nous permettre de lancer la cuisson de l'agneau. L'ail, on n'en a pas mis dans la marinade, donc allez-y franco, c'est super bon avec l'agneau. Et le reste des légumes, on les ajoutera plus tard dans la cuisson pour éviter que ce soit complètement de la compote. Donc pour le moment, on se lance avec ça. Bah on sort une cocotte, hein. Laquelle? Ah, ça je sais pas. J'ai envie de prendre celle-là. Je vais tenter celle-là. Vous pouvez le faire sur un plat qui va directement au four. Moi ce que j'aime bien, c'est de pouvoir lancer avec une cocotte, comme on va faire là. Si tu passes devant la caméra quand je parle. Vous pouvez prendre un plat qui va au four, ça fonctionne très bien également. Moi j'aime bien la cocotte, ça a un côté sympa, tu peux la refermer, ça cuit à l'étouffer, c'est très chouette. Comme on a la marinade et que la viande va cuire des heures, sincèrement, pas besoin de la marquer, on n'a pas le temps pour ça. Là l'idée ça va être juste de porter un peu le tout à ébullition, comme ça on aura un plat qui sera déjà chaud avant d'aller au four. On va se mettre un petit filet d'huile d'olive, la cocotte est chaude, on peut balancer les légumes. Comme je vous le disais, l'idée, ça va pas être d'aller chercher de la coloration ou du marquage. Là, c'est vraiment surtout d'aller chercher les goûts. Donc, une fois qu'on a mis nos légumes, on va tout de suite balancer un peu de blanc. Et là, on va juste le laisser réduire un petit peu, lui, parce que c'est important pour enlever l'alcool et surtout aller chercher l'acidité. Une pointe de sel, mollo lastico, parce qu'on en a déjà dans la marinade et on pourra rectifier en fin de cuisson si besoin. Toute cette garniture aromatique avec le petit vin blanc, là, ça sent déjà trop bon. Notre vin blanc est à ébullition, il a commencé à réduire. On va pouvoir ajouter
le reste des ingrédients. Un petit peu de bouillon de volaille si vous en avez, sinon bouillon de légumes, et sinon de l'eau. De toute façon, avec tous les goûts qu'on va mettre à l'intérieur, ne vous en faites pas pour le bouillon, ça reste facultatif. Il faut quand même qu'il y ait assez de liquide parce que l'idée c'est quand même que nos légumes soient cuits de manière un peu immergée, qu'il y ait beaucoup d'humidité à l'intérieur pour pouvoir cuire et avoir vraiment un agneau qui reste bien tendre. Et surtout, même si on a trop de liquide après la cuisson, on pourra le faire réduire, donc ne vous en faites pas. Maintenant qu'on a ça, on va ajouter un peu de thym, 2 feuilles de laurier, et parce que c'est la fin de l'année, on va ajouter ce petit bâton de cannelle. Si vous l'avez pas en bâton, ça fonctionne très bien en poudre. Notre viande qui a mariné toute la nuit, ou 3 heures, ou une demi-heure, dans tous les cas, ce sera très bien. On peut la sortir de son petit papier. Alors, regardez la bête. On la dépose. Là, on est très heureux parce que ça tient dans la cocotte. Si ça n'était pas rentré, j'aurais sorti la scie sauteuse. Là, on est bien à ébullition. Ça sent maxi méga bon. On va pouvoir couper le feu, mettre un couvercle. Bon, vous me posez souvent la question. Moi, je la mets au four parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça libère l'espace de travail et ça n'accroche pas au fond. Si vous n'avez pas de four ou vous n'avez pas envie de le mettre au four, vous pouvez simplement le laisser sur un feu très très doux. Par contre, il faut penser à remuer régulièrement pour éviter que ça accroche. Parce que comme le feu a une prise directe en dessous, ça crée un point chaud et donc il faut remuer régulièrement. Moi, je vais le mettre au four. Ça me permet d'être un peu plus chill et d'avoir de la place. 130 degrés pendant 5 à 6 heures. On l'oublie. C'est ça qui est génial avec ce plat. On peut faire tout le reste. Et dans tout le reste, il y a la préparation des légumes rôtis. J'adore les topinambours, donc on va faire moitié-moitié avec les pommes de terre. On les coupe en 2 ou en 4. On ajoute quelques gousses d'ail avec leur peau, que l'on va bien répartir avec quelques feuilles de laurier, une bonne petite douche d'huile d'olive pour tout le monde, on assaisonne et on les enfourne 1 heure avant de passer à table. Toutes nos préparations sont au four, l'agneau, les petits légumes rôtis. Et là, maintenant, nous allons faire ce qui va rendre ce plat complètement addictif, la petite sauce au yaourt. C'est un petit truc en plus qu'on va venir rajouter froid au moment du dressage. Ce côté froid-chaud va super bien marcher, et surtout ce côté caresse après la fessée de la harissa, on adore toujours. Le fait qu'il y ait beaucoup d'herbes fraîches, un peu de citron, ça va être génial. Ici, on a pris de la ciboulette qu'on a ciselée le plus finement possible, de l'aneth, c'est, je pense, mon herbe fraîche préférée, et parce qu'on adore également du persil plat. J'ai fait une triplette, vous pouvez le faire simplement avec du persil, simplement avec de la ciboulette ou simplement de l'aneth, voire pas d'herbe fraîche du tout. Ça fonctionnera très bien également avec juste un petit peu de yaourt et du citron. On va assembler tout ça. Vous mettez évidemment du yaourt en fonction du nombre de personnes que vous êtes à table. J'ai essayé de prendre du yaourt grec parce qu'il a une texture qui est un peu plus épaisse et que j'aime bien. Si vous prenez du yaourt vraiment trop liquide, après dans l'assiette, ça va vraiment faire un aspect un peu flotteux. Donc essayez de prendre un truc qui a un peu de la matière. On va se rajouter, une fois n'est pas coutume, le zeste d'un citron jaune. Et pareil, hein, on a souvent tendance à se dire « Oh tiens, je fais hop, c'est bon, j'ai du citron jaune. Allez-y à fond ». De toute façon, on va pas l'utiliser, le reste, sinon il va finir à la poubelle. Donc utilisez tout, les goûts, on veut que ce soit marqué. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va faire dans la bouche de vos invités le « Waouh, super bonne cette petite sauce au yaourt ». J'ai bien imité les gens. Un déluge, que dis-je, c'est un cap, une péninsule de zeste. Je vais ajouter un peu de jus de citron. Mais c'est juste histoire de ramener un peu d'acidité. Je trouve qu'on a déjà l'acidité lactique du yaourt. Donc, tranquillo. Un peu de sel, un peu de poivre. L'idée, c'est que ça vienne comme une sauce vraiment, donc il faut qu'elle soit assaisonnée et pas juste en déco sur le côté de l'assiette. Tout petit peu d'huile d'olive. Et bien sûr, nos herbes fraîches. Comme vous pouvez voir, il y a quasiment autant d'herbes que de yaourt. Mais c'est ça qu'on va chercher. C'est vraiment une sauce aux herbes. On annonce des herbes, il en faut. Et ben on mélange délicatement en essayant de le laisser un maximum à l'intérieur du bol. En même temps, j'aurais pu prendre un bol un peu plus petit encore, tiens. On mélange vigoureusement pour que tous les ingrédients soient bien incorporés. C'est fou, hein, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais ils ont tous leur importance. J'arrive à tous les goûter. L'acidité du citron, c'est parfait, on n'en a pas trop mis. Au niveau du sel, c'est carrément bon. Le poivre, on pourrait peut-être en mettre un petit peu plus, mais il va infuser, donc laissons-lui le temps de faire son travail et on réassaisonnera si besoin tout à l'heure. En tout cas, ça, on est pas mal. Mais c'est déjà l'heure de passer au dressage. Ça passe vite quand on est bien accompagné, non ? On a dit des grandes tables à partager, des grands plats à partager, pour des grandes tablées. Du coup, je vous propose de faire un dressage en mode plat. Tu prends au milieu de l'assiette et on est bon. Alors, les topinambours, exactement comme ça que je les aime. Rôtis là dans le beurre à souhait, ça a un petit goût de noisette, c'est absolument délicieux. Alors l'ail rôti, on ne l'oublie surtout pas. Et de l'autre côté, on se met les petites patates qui ont cuit finalement longtemps à 135 et qui leur a donné ce petit aspect confit absolument merveilleux là. On n'oublie pas les petites feuilles de laurier, c'est joli pour la déco. Ça, c'est bueno. Et maintenant, on dresse l'agneau. En tout cas, l'odeur est incroyable. Pendant que vous dressez l'agneau, n'hésitez pas à remettre le plat au four. Ça permettra qu'il soit bien chaud au moment du dressage. C'est d'une tendreté légendaire. On dépose ça là. On va se remplir les petits légumes sur les côtés. Évidemment, on n'oublie pas
la petite sauce. On peut lui redonner un petit coup avant de servir parce que parfois ça peut avoir rendu un peu d'eau le yaourt. Et là, elle est bien verte, ça sent l'agrume jusqu'ici. Et une fois que vous aurez mangé ça, eh ben vous m'en direz des nouvelles. Alors m'appelez pas le 24 au soir sur mon téléphone. Hein. Un petit DM, une photo, ça me fait toujours plaisir. Bon, du coup, maintenant vous avez ce beau triptyque au milieu de la table. Évidemment, c'est plus sympa. Si vous faites un repas un peu plus intimiste, n'hésitez pas à le dresser à l'assiette. Ah, là, on le voit, donc la viande, elle se filoche toute seule. Ça se décolle de l'os, il n'y a pas de sujet. Magnifique. Et là, regardez-moi ça. Ça, c'est pour le chef, ou la chef, celui qui a cuisiné. Petit bout de la souris bien grillé, là. C'est d'une tendreté. Je pense même qu'à ce niveau-là, on peut parler de tendresse. Les légumes, ça va nous servir de base un peu. Je mets un peu de jus. Alors, c'est pas une soupe, mais c'est quand même chouette d'en avoir pour la viande et pour les légumes. Joli petit morceau bien grillé. Je dépose dans l'assiette. Quelques patates, 2 petits topis. Et on n'oublie toujours pas la sauce, un peu par là. Alors là, cette petite sauce rouge me donne envie de péter un câble. Alors j'en remets un peu. C'est pas magnifique ça? Désolé, mais moi ça me donne directement envie de taper dedans. Et je vous ai parlé de la croustillance des pommes de terre ou pas encore? Bon, on se lance. J'ai pris un couteau, mais franchement, c'est pour la forme parce que la viande, elle se découpe toute seule. C'est incroyable. Le petit jus, tout est relevé parfaitement. Ça pique un peu avec la harissa, évidemment, mais rien de bien méchant, ça vient relever un peu ce jus. Le yaourt fait vraiment le taf de la caresse juste après. La nette, ça marche trop bien. Les petits légumes rôtis, là, ils sont croustillants à souhait. Ce qui vient contraster avec ceux-ci qui sont fondants comme tout. Et le petit jus, j'ai envie de m'en faire une baignoire. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et vous avez vu, ça cuit des heures au four. Mais par contre, à faire, c'est plutôt rapide. Ça va être l'heure du dessert, là, non? Je vais finir ça dans mon coin. Vous avez déjà bien mangé, mais il vous reste forcément une petite place pour le dessert. Et pas des moindres. C'est un dessert qui est super bon, convivial, facile, rapide, mais qui élève un petit peu le niveau. Je l'ai vu chez 26 Grains à Londres. 26 graines, qui est un lieu qui est très chaleureux. Et ils font une sorte de gâteau aux pommes avec un crumble par-dessus, servi avec une crème anglaise froide. Vous allez voir, cette année, je suis très inspiré par l'Angleterre. Gâteau aux pommes, un peu amélioré, c'est parti. Et pour commencer, on va éplucher nos pommes. Évidemment, l'objectif, c'est déjà de compter combien d'années on a. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 ans. Et là, de faire une seule bande. Ouais, avec cette variété de pommes, c'est cassant aussi. Alors peut-être... Je me sens comme Floria Gay dans un 400 mètres. Ça compte? Oui, ça compte. Ça, c'était un peu pour la blague. Mais pour éplucher une pomme, la technique la plus efficace, c'est vous faites le dessus, le dessous. Et une fois que vous avez ça, des petites bandelettes comme ça. Ça vous permet d'être très efficace et surtout de perdre le moins possible de chair et de laisser le moins possible de peau. Et d'avoir le moins de gestes possible. Et en cuisine, on a envie d'être efficient, efficace, quoi. Les pommes sont pelées, on va pouvoir les couper, pareil pour la découpe. Moi, je fais en carré autour du trognon. Et là, on va se faire des cubes. L'objectif, c'est d'avoir des cubes relativement de taille homogène. Mais j'ai le sentiment que toute notre mise en place est prête. On va donc commencer par mélanger le beurre mou avec la cassonade. J'y vais avec un batteur électrique, mais vous pouvez le faire au robot pâtissier ou même à la main avec une maryse. En revanche, pour incorporer les œufs, c'est quand même beaucoup plus pratique. On les incorpore tranquillement, mais en fouettant vigoureusement. On ajoute une petite pincée de sel, ça fait la diff, beaucoup de cannelle, un peu d'extrait de vanille, une généreuse cuillère à soupe de crème fraîche, et on remélange tout ce petit monde pour bien incorporer les ingrédients. On peut venir tamiser la farine sur le dessus pour éviter les grumeaux, et on l'incorpore en plusieurs fois en mélangeant délicatement avec une maryse. Notre pâte est prête, on va pouvoir ajouter les pommes. Comme d'habitude, on essaye de bien répartir la pâte pour que toutes les pommes soient bien enrobées, et nous allons pouvoir nous mettre sur la pâte à crumble. Toutes les quantités sont toujours dans la description, mais en gros l'idée c'est de mélanger le sucre brun avec la farine, et de venir sabler le tout avec des cubes de beurre. On utilise bien le bout de ses doigts pour incorporer tout ça. Chacun sa technique, mais moi je viens presser avec mes paumes de main et j'essaye tout de même de garder des gros morceaux pour que ça croque sous la dent. Bon, évidemment, j'ai oublié mon moule à manquer, donc on va tenter avec ça. Et si vous avez un moule à manquer chez vous, c'est-à-dire avec les parties qui se retirent, ça sera beaucoup plus simple. Mais on sait vivre dangereusement, nous. On met un peu de beurre. It's time! Et là, il y a Maria Carré qui sort de derrière moi. Oh, waouh! Et maintenant, on va pouvoir disposer notre pâte à gâteau, l'appareil à gâteau, un peu partout. L'objectif, c'est évidemment qu'il y ait des pommes réparties de manière régulière dans le fond du moule. Et là, on appuie avec la maryse pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Après, la cuisson, ça va un peu se répartir, mais pas tant que ça. Notre crumble, on a conservé au frais si jamais on l'avait fait en avance. Sinon, évidemment, le beurre fond et on le répartit un peu partout. Alors moi, j'adore quand il y a des gros bouts, mais un trop gros bout comme ça, c'est peut-être too much, monsieur Hugo. Notre four est chaud.
On va pouvoir enfourner directement, 180 degrés, chaleur tournante, et croiser les doigts avec moi pour que le gâteau reste entier. Le gâteau est au four, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième star de la recette, la crème anglaise. J'en ai déjà fait l'année dernière pour l'île flottante, si jamais ça vous branche, la recette est juste ici. Et aujourd'hui, on va réutiliser la même recette, très coquine, crème et lait, pour accompagner ce gâteau. Bah ouais, la crème anglaise, je sais pas, c'est vraiment un truc d'enfance. Je suis absolument accro à ce truc. Avec ce bon goût de vanille là. Et évidemment, ça dans la casserole. On ajoute le lait et la crème. Facile à retenir, c'est temps pour temps. Donc autant de lait que de crème. Les graines de vanille. On porte à frémissement à feu moyen. L'idée, c'est pas de brusquer le lait et la crème non plus. On a un petit peu le temps. Et pendant ce temps-là, on va clarifier les œufs. Clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. Je vais en prendre 3. On tape. Et on réserve le jaune juste ici. Pour le sucre, c'est 35 grammes. J'y vais un peu à l'œil parce que je vois à peu près ce que ça fait. On va blanchir les œufs, c'est-à-dire les fouetter avec le sucre pour les faire passer d'un aspect jaune à une texture quasi blanche et quasiment faire fondre le sucre à l'intérieur. Alors on voit, la texture a changé, très onctueux et nappant. Et surtout, c'est quasi blanc. On surveille le lait parce que là, ça commence à frémir gentiment. Faut pas qu'il aille à ébullition, hein. On va mettre notre fouet de côté. On verse la moitié de la préparation. Et là, on va mélanger tout de suite. L'objectif, c'est de surtout pas cuire les œufs parce qu'on ne veut pas faire une omelette. Ça, c'est la phrase un peu classique, mais en gros, vous imaginez bien que si vous cuisez des œufs, ça va faire comme des œufs brouillés. On va avoir un côté très granuleux. Là, l'objectif, c'est d'avoir une texture très soyeuse, très lisse, très douce en bouche. On ne veut pas cuire les œufs. Donc, vous allez voir, on va le reverser dans la casserole. Cette fois-ci, nous allons nous munir d'un thermomètre. Alors, vous pouvez le faire à la mano, au regard. Je vous conseille quand même d'utiliser un thermomètre. Pour les premières fois, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, on reprend la préparation avec les œufs mélangés. On reverse. On racle bien avec la maryse pour garder tous les grains de vanille. Et là, on est reparti, hein. Là, on est à 66, 68, 60, être à 70 degrés. Du coup, on est pas mal. Et là, l'objectif, c'est de ne pas dépasser 82. 82, 83, on n'est pas au degré près. Donc là, c'est pareil, on reste à côté de la casserole pour éviter que ça accroche, que ça brûle. Il faut toujours mélanger pour être sûr que les œufs ils ne cuisent pas au fond et sur les côtés de la casserole. Et évidemment, si on n'y touche pas trop, ça a tendance à figer et du coup, on va avoir un petit côté granuleux en bouche. Et ça, c'est pas chouette. 82, messieurs, dames. On coupe le feu et on débarrasse immédiatement. L'idée, c'est de stopper la cuisson. Donc, vous êtes vraiment chaud, vous pouvez le mettre au-dessus d'un bol glacé, d'eau glacée. Ça devrait aller. En revanche, on garde la gousse d'ail, mon Dieu, la gousse de vanille. Et là, l'idée, ça va être de laisser infuser et de laisser refroidir surtout. Pour la faire refroidir, on va la mettre au frigo. On prend un petit film alimentaire, on pose et on essaye de filmer au contact pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme dessus. Ce serait pas très agréable après derrière. Et surtout, on n'a pas envie que ça prenne les odeurs du frigo. On est pas mal. C'est l'heure d'aller jeter un petit tour à notre gâteau. Et alors déjà visuellement, je peux vous dire qu'on est pas mal du tout. Mais alors au niveau de l'odeur, j'adore. Pour vérifier la cuisson, on peut planter une petite pique ou la lame d'un couteau. Et si elle ressort propre, c'est qu'on est bon. Est-ce que je me sens comme un con parce que j'ai ce parti du moule qui est brûlant autour de mon truc et qu'il y a le four qui sonne et la bouilloire aussi, on n'entend plus mon micro? Le gâteau a refroidi, c'est merveilleux, il se tient bien, c'est beau, hein. On sent qu'il est moelleux, il croustillant du crumble. On tape le milieu, petite pelle à tarte. Je la sors pas assez, donc c'est dommage de louper cette occasion. Ça me donne envie de pleurer. Franchement, c'est trop beau. En fait, on voit vraiment la distinction entre l'appareil à gâteau et le crumble par-dessus. J'ai juste perdu la pointe là, ça me donne envie de tout casser, mais comme vous pouvez le voir, j'arrive à garder mon sang-froid. C'est peut-être ça mes bonnes résolutions de l'année prochaine. Chercher la crème anglaise. Et donc là, vous pouvez évidemment filtrer pour éviter d'avoir la gousse. Vous voyez, moi, cette texture de l'espace. Et alors, il y a une erreur à ne pas faire avec la crème anglaise, c'est de ne pas en mettre assez. Il faut en mettre une tonne. Voilà. Et encore, c'est bien parce que c'est vous. Je pense qu'à cœur, il est encore un tout petit peu tiède. J'ai hâte de goûter. Alors là, c'est le moment du repas où t'as absolument plus faim du tout, mais où tu te dis je suis quand même capable de faire une petite place pour le dessert. Alors, et moi, dès que t'as de la crème anglaise, ça peut tout faire passer. Et puis, il y a un peu de fruits dedans. Gâteau, crumble, crème anglaise, la bouche est parfaite. C'est trop chouette. Trop chouette d'avoir ce petit croustillant du crumble par-dessus. La cannelle de l'appareil à gâteau qui est en train de révéler tout le bonheur d'une pomme. Ah bah tu vois, j'avais pas faim, mais je pense que je vais me faire la part entière. Mais je sais pas si c'est pour finir la crème anglaise ou pour finir le gâteau. Délicieux.
C'était pas mal pour une mise en jambe, non? Des trucs simples qu'on peut mettre sur des grands plats, grandes tablées, on peut le dupliquer par 2, 3 ou 4 en fonction de combien vous êtes. Je connais des gens qui font Noël à 25 et ça se passe plutôt bien. Et avec ce genre de plat, ça ne peut que se passer bien. Pour la semaine prochaine, accrochez vos ceintures, on va monter d'un niveau. On part en mode bistronomie, on va ramener le resto à la maison avec des petits plats, vous m'en direz des nouvelles. On va impressionner à la fois par des techniques, des produits, mais pas trop cher. Et le tout avec des dressages pas trop compliqués, mais qui vont faire toute la différence, avec de la gourmandise, un peu de jus et beaucoup de couleurs. Pensez à vous abonner pour ne pas louper ces 3 prochains épisodes et tous les nouveaux projets qui arrivent à la rentrée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, bon appétit. Woogies, ciao. Oh, la fatigue me gagne. Really do.